Salut, c'est Anne Blas de l'association La Mélodie des Quartiers. Alors moi, dans la vie, je suis journaliste présentatrice et j'ai eu envie de transmettre mon savoir-faire et mes compétences auprès de la jeunesse. Alors avec l'association, en partenariat avec Snipes France, on a créé More Than a Podcast. C'est un atelier d'initiation au podcast d'interview. L'idée, c'est de permettre à des jeunes d'interviewer des personnes issues du monde culturel, artistique ou encore sportif. Alors l'invité du jour, c'est Raphaël Yam, un animateur télé. Pendant une après-midi, nos jeunes se sont donc penchés sur son parcours, on fait des recherches sur lui, savoir un petit peu quelles questions ils avaient envie d'aborder avec lui. Donc je vous laisse pour cet épisode et bonne écoute. Bonjour Raphaël, Comment ça va? Moi ça va très bien et toi? Bah, that's Morzane, bonjour, je suis trop content d'être là. Pour toi c'est une journée comme une autre. Là, on est un samedi, c'est une journée comme une autre. Non, d'habitude, ouais, je peux tourner aussi le samedi, ouais. Mais c'est vrai que j'ai moins l'habitude de répondre à des questions que les poser. C'est vrai. Donc j'ai hâte d'entendre vos questions. Donc Raphaël, comme j'ai pu énumérer un petit peu plus tôt, tu es présentateur télé, ouais, journaliste ou encore animateur. Ouais. Donc pour que nos auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Eh ben, en ce moment, j'anime, comme tu le disais, une émission qui s'appelle Culture Box. Culture Box, le show, ça fait 5 saisons. Maintenant, en fait, l'émission a commencé. Vous vous rappelez, il y a eu le Covid et le confinement. Et à ce moment-là, tous les artistes étaient empêchés, ne pouvaient pas jouer dans des salles de spectacle, totalement, les festivals, en concert, au théâtre, les one-man, tout ça c'était terminé. Rappelez-vous, c'était quand même une époque de ouf. Et on avait peur, en vrai, que les artistes tombent en dépression. Donc, comme France Télévisions est un vrai partenaire du spectacle vivant, ils ont eu cette idée de se dire, bon, ok, on va essayer d'ouvrir une émission où tous les jours, on va recevoir les artistes, il va y avoir la culture, toutes les cultures qui vont venir s'exprimer là, et surtout, ils vont pouvoir performer. C'est-à-dire que les danseurs viennent danser, les acteurs et les actrices venaient lire des textes, les dessinateurs de BD venaient dessiner sur le plateau, etc., etc. Et donc, ça a commencé comme ça devait durer 3 semaines, et maintenant, ça fait 5 ans. Déjà, et d'ailleurs, j'ai déjà reçu notre camarade Joker, je sais, très très impliqué à l'initiative de la Mélodie des Quartiers, et c'était un kiff de le retrouver là, donc je lui rends l'appareil. Me voici à More Than a Podcast. Donc voilà ce que je fais. J'ai une autre émission qui s'appelle parce que maintenant je fais ma promo, maintenant je suis là. J'ai une autre émission qui s'appelle Mission Info, qui est le premier magazine d'actualité en direction des enfants, à hauteur d'enfants. Et ça aussi, c'est sur France Télévisions, donc c'est le service public avec une info de qualité. Et chaque semaine, avec Myriam Bounafa et Elise Lambert, on décortique une actualité à destination de nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants. Et c'est plutôt cool à faire. On peut très bien parler, je sais pas, des choses qui les intéressent, ou en tout cas auxquelles ils sont confrontés. On a aussi bien parlé du phénomène des mangas que de la grippe, ou encore de la situation à Gaza, ou de l'élection d'un nouveau pape. Tu vois, vraiment, la surface est assez large, voilà, étendue, comme la vie, quoi, tu vois. Donc évidemment, on parle de tout ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai 43 ans. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je fais ça. Quand je dis je fais ça, je fais du journalisme. J'ai pas fait d'école. Moi, j'ai appris tout seul sur le terrain. Vous avez de la chance, vous êtes en atelier, c'est trop bien. Profitez-en. Et je vois que déjà, ça a porté ses fruits. Parce que vous êtes droit comme ça, vous êtes solide, vous n'avez pas peur du micro ou de la caméra. Et ça, c'est magnifique. Et vous arrivez à me poser des questions sans bégayer. Alors que moi, pour vous répondre déjà, j'ai un peu plus de mal. Sans bégayer, vraiment, ça va être compliqué. Non, j'ai l'impression que ça marche bien. Donc moi, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et comme toi, tu es passionné de danse, moi, j'étais vraiment passionné par ça, par poser des questions, mettre en lumière les autres. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier fanzine, mon premier journal, qui était photocopié, qui était vraiment bricolé, qui s'appelait Fumigène. Et qui aujourd'hui, d'ailleurs, c'est drôle parce que vous venez d'atelier, continue sous forme d'atelier, aussi d'atelier média. Un peu dans tous les quartiers de France, on essaie de tourner et d'aller à la rencontre des publics jeunesse pour faire ça. Donc voilà ce que je fais. Moi, je suis d'origine normande. Je viens de Normandie à la base. Et d'origine cambodgienne. Mes parents viennent du Cambodge. Et puis aujourd'hui, je vis dans le 93. Que dire d'autre? Si ce n'est que j'attends la question suivante. Super la transition. Donc, pourquoi as-tu choisi ce secteur-là, le secteur du journalisme?
c'est à la fois un peu un hasard et presque un coup de foudre. C'est-à-dire que j'étais en 6e, donc au collège, et puis, je sais pas, par curiosité, je sais plus si c'est par curiosité ou parce que j'avais pas le choix, je me suis retrouvé en fait au CDI, et puis il y avait un atelier journal, justement. CDI, c'est cet endroit où tu vas, soit tu es collé, soit tu dois faire des recherches, soit c'est un peu la permanence où tu peux lire des bouquins et te planquer pour lire des BD, mais surtout, tu as toujours quelqu'un qui vient, quand tu fais quelque chose, fait chut. C'est vraiment, moi, l'idée que j'en avais. Et en fait, je suis arrivé au CDI et on nous a dit, ouais, on va faire un atelier journal, on va relancer un journal dans le collège. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là. Et moi, à l'époque, j'étais super bon en BD, en dessin. Donc, je me suis dit, ok, c'est cool. Il y avait des élèves que je connaissais pas forcément, mais que je croisais juste dans le collège. Il y avait différentes classes. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'histoire ? J'ai proposé une BD, elle a été publiée. Et c'était plutôt cool d'avoir tous ces retours des gens du collège, des collégiens, des camarades qui peuvent se dire « Ah, c'est cool ce que tu as fait dans le journal. Ah, c'est marrant. Ah, c'était bien ce que vous avez fait. » Et tu vois, rien que pour l'estime de soi, tu te dis « Ah, c'est super cool. Les gens ont lu ton travail, les gens apprécient ton travail. » Et ce que j'aimais aussi, ce que je kiffais, c'était le fait de se retrouver tous ensemble et de réfléchir à ce qu'on allait mettre dans ce journal. Qui allait faire quoi, comment est-ce qu'on allait pouvoir faire parler de ce journal, quel sujet est-ce qu'il fallait mettre en couverture. Et en fait, cette émulation-là que j'ai découverte, c'était une conférence de rédaction et c'était comment créer un média. Et je crois que j'ai été piqué à partir de ce moment-là parce que j'ai créé ensuite mon propre journal, j'ai fait mon stage d'observation dans une radio associative et puis après, j'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'à Paris où j'ai commencé dans la presse, les magazines hip-hop. Et des magazines hip-hop, je suis passé en radio, Génération, Move, Radio Nova, etc., etc. Et puis j'ai mis un pied dans la télé. Et puis on a l'impression que le parcours est cool comme ça, mais il y a eu évidemment des hauts et des très très bas, des moments de galère où on te payait, enfin ce que je pouvais gagner quand je travaillais pour un journal suffisait juste à me payer le train pour aller de chez moi au travail, donc tu gagnes rien et c'est la passion qui t'anime. Et puis ça a fini par payer un moment, je touche du bois. Là je fais de la télé depuis, je sais pas, en continu depuis une quinzaine d'années. Et c'est drôle parce qu'il faut dire les coulisses d'ici. Aussi, je savais pas que c'était filmé, je croyais que c'était un podcast audio, donc je suis arrivé en short. J'ai pris mon chapeau quand même au cas où. Je me suis dit, si les gens qui m'entendent ne me reconnaissent pas, je prends quand même le chapeau parce que c'est le week-end et d'habitude je fais pas ça. Et surtout, je suis pas maquillé. Et je disais, ça fait 15 ans que je me maquille tous les jours ou toutes les semaines pour les émissions. Et là, du coup, je suis un peu en chaleur parce qu'il n'y a pas de make-up artiste. Il fait très chaud. Et du coup, je l'ai fait à peu près tout seul. Donc, c'est un peu claqué. Donc, les gens sont en train de se dire « Ah, mais non, c'est pas un vrai professionnel. » Si, maintenant, je fais ça depuis quelques années et je suis super content. Et de pouvoir mettre la lumière sur des initiatives ou des artistes qui le méritent. Et aussi de m'éclater à faire un truc que j'aime, quoi. Totalement. On dit souvent que la curiosité, c'est un vilain défaut. Et là, ça a plutôt changé ta vie, tu vois. Exactement. C'est ça, le truc. En fait, c'est un défaut quand tu l'utilises pour je sais pas, te moquer de quelqu'un ou de pas t'occuper de tes affaires. Mais quand c'est pour le bien commun, quand tu interviewes quelqu'un qui, par ses réponses, va pouvoir inspirer d'autres personnes, donner du kiff à des gens ou justement t'alerter sur une situation. Tout à fait. Là, la curiosité est plutôt bien placée. Tout à fait. Pour la prochaine question, as-tu fait des études de journalisme ? Non, zéro. Zéro. Ouais, pas d'école. Mais parce que vous êtes d'une génération, vous êtes mieux informés que nous. C'est-à-dire que vous êtes connectés. Je dis, moi j'ai 43 ans et à l'époque, Internet c'était une galère, frérot. Il n'y avait pas de téléphone portable. Le téléphone, il était dans la cuisine. Il servait à tout le monde. Il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas retrouver les contacts des gens. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc pour se contacter, là pour venir dans cette émission, la Mélodie des quartiers, vous m'avez envoyé un DM. Enfin non, c'est pas vrai. On s'est rencontrés déjà une fois, mais je connaissais l'association. Mais pour continuer l'organisation, on s'est DM. Sauf qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Tout était beaucoup plus compliqué. Je viens d'une époque où vraiment c'était pas digital, quoi. On s'en rend pas forcément compte. C'est vrai, c'est ouf, hein. Et c'est pour ça que souvent on me dit ouais, c'est quoi le conseil que tu donnes si moi je veux me lancer dans le journalisme, dans animer des trucs. Je dis mais aujourd'hui vous avez tellement d'outils, ce que vous faites là finalement. Là, vous avez de la chance. Il y a 3 caméras. Mais en vrai, rien qu'avec les téléphones portables, ça aurait suffi. Aujourd'hui, les trucs qu'on utilise tous les jours nous permettent de capter, de diffuser et de dire des choses.
Et ça, c'est tellement précieux que ça en est super cool. D'ailleurs, nous, on a été baignés dans ça, justement. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ouais, c'est vrai que à ce moment-là, c'était beaucoup plus compliqué, on imagine. C'était plus compliqué. Et pourquoi je dis ça ? Parce que il y avait déjà des écoles de journalisme, évidemment, à l'époque. Oui. Et surtout, il y avait déjà des bourses qui existaient. Donc, de l'argent qu'on peut te donner pour soutenir dans tes études. Pour des gens qui avaient mon profil, c'est-à-dire qui venaient de banlieues, de quartiers populaires, dont les parents ne gagnaient pas assez pour te payer une scolarité entière. Donc, il y avait des bourses qui existaient. Sauf qu'à l'époque, des gens comme moi, on ne savait pas que ça existait. Ouais. Ça existait, mais les premiers concernés n'étaient pas au courant. Ce qui fait que si moi, j'avais su, peut-être que j'aurais candidaté et peut-être que j'aurais obtenu une bourse et peut-être que j'aurais intégré une école de journalisme et je ne serais pas là à dire « ouais, j'ai pas fait d'école et tout ». Non, en vrai, je n'ai pas fait d'école parce que je ne savais pas. Tu vois, mais après, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, je suis dans une philosophie où ce qui arrive n'arrive jamais au hasard. Donc, peut-être que je n'ai pas fait d'école pour avoir tout ce parcours-là et pour être là face à vous aujourd'hui. Et prochaine question, pourquoi tes parents sont-ils arrivés en France ? Mes parents viennent du Cambodge. Ils sont arrivés en France en 1976 et il s'avère que le Cambodge, c'est un pays qui est juste à côté de la Thaïlande pour situer. Et en 1975, en fait, il y a eu une guerre assez sanglante qui est arrivée sur un génocide également. Des Cambodgiens ont tué d'autres Cambodgiens. C'est l'un des plus importants du XXe siècle. Aussi, avec 1 million de personnes décédées dans des camps de travail notamment et des exécutions sommaires, etc. etc. Il s'avère que ma mère a réussi en fait à je ne sais pas comment, et c'est là où c'est vraiment la force de nos parents qui s'exilent et qui arrivent à tout quitter d'un coup, à prendre la décision d'un moment, se dire « Hey, ça pue la merde !» Peut-être qu'il va falloir partir, et vraiment dans une fraction de... Je crois que ça s'est joué dans en une heure, elle a décidé de partir, quoi. Elle a plaqué son travail, elle m'a raconté, elle avait des bijoux sur elle, elle a tout donné à des chauffeurs de taxi pour qu'ils aillent chercher sa mère, sa sœur, son mari, enfin c'était pas son mari mais c'était mon papa, donc son copain, son chéri de l'époque, pour ramener tout le monde et se barrer, quoi. Passer la frontière. Ce qu'ils ont réussi à faire, à l'époque ma mère a dit à son père, donc mon grand-père que je n'ai pas connu, viens avec nous. Lui il a dit mais non, vous inquiétez pas, allez en Thaïlande, réfugiez-vous et puis je vous rejoins. Et en fait ils l'ont jamais revu. Et cette histoire qui est la mienne, elle est calcable sur des millions d'histoires de gens qui sont ici et dont les parents ont dû s'exiler, partir précipitamment, partir parce qu'il y a une galère au pays. Et voilà, ça c'est mon histoire, et je pense qu'il y a dans ce feu quelque chose qui m'anime aussi aujourd'hui à vouloir rendre au moins la daronne super fière, elle qui a tout quitté et qui a compris bien plus tard ce que je faisais comme travail, mais je crois qu'aujourd'hui elle est très fière de moi, et c'est le plus important. Sûrement, et d'ailleurs je m'identifie pas mal à ton histoire. Parce que moi, personnellement, je suis né ici, mais mes parents sont des réfugiés qui viennent du Sri Lanka. Ah ouais. Donc, le gouvernement sri lankais là-bas, ils opprimaient beaucoup même notre ethnie, qui a abouti malheureusement à un génocide. Ouais. Mais vu qu'ils ont réussi à quitter le pays à temps, ils ont réussi à se réfugier ici. Et moi, personnellement, j'ai eu tout le confort ici, mais je ne me rends pas compte. J'ai eu l'éducation, j'ai eu des amis, une famille qui m'aime. Et j'ai eu tout ce confort-là. J'ai eu tout ce confort, mais moi je me rends pas forcément souvent, compte. Les parents n'en parlent pas. Oui, c'est ça le truc. En plus, il y a, je crois que c'est un point commun de toutes ces cultures extra-européennes, hors de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce presque de secret qui fait que de fardeau que les parents ne veulent pas partager avec leurs enfants. En tout cas, pas quand ils sont plus jeunes. Et ils gardent ça pour eux, quoi. Ils taffent, ils retournent à l'usine. Enfin, moi, je dis ça parce que mes parents, quand ils étaient au Cambodge, c'était des gens assez riches, assez intellectuels. Et effectivement, dans le cas d'une oppression, souvent, c'est les premiers qu'on shoot. Donc, du coup, quand ils sont arrivés en France, en passant par des camps de réfugiés, en arrivant en France, c'était un peu la panique. Ma mère me disait... Et moi, j'arrivais pas à comprendre ça quand j'étais plus jeune. Elle me disait, mais tu te rends compte, j'ai dû arriver en France, attendre d'avoir 18 ans pour faire la vaisselle pour la première fois.
Parce qu'elle disait avant, comme elle était riche, elle avait des gens qui travaillaient à la maison et qui faisaient le ménage et tout ça. Moi, je suis à un milieu de connaître tout ça. Et donc, quand elle me disait ça, je ne comprenais pas. Et par contre, ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'elle a subi, et mon père, ils ont subi un déclassement. C'est-à-dire que d'un milieu très bourgeois, ils ont été presque réifiés. C'est-à-dire qu'en arrivant ici, on les considérait beaucoup moins. C'était des étrangers. Ils ne parlaient pas la langue. Et donc, ils sont allés travailler à l'usine. Et ils sont rentrés dans les classes populaires comme ça. Moi, j'ai connu que ça toute ma jeunesse. Mais en vrai, pour eux, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'ils étaient là et ils sont tombés là, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils sont tombés, parce que j'ai tellement de respect pour les gens qui sont issus des classes populaires. Moi-même, j'en suis issu. Mais c'est vrai que je me dis que de subir un déclassement, déjà subir l'exil, de devoir être chassé de ton pays, de devoir partir de ce que tu connaissais, de perdre tous tes repères, et continuer à perdre tes repères parce que tu n'as pas pu avoir une équivalence pour tes diplômes, tu n'as pas pu les ramener. Quand on te dit que tu as été, c'était le cas de ma mère, elle était hôtesse de l'air et tout, on lui a dit, écoutez, refaites si vous voulez être hôtesse de l'air ici, refaites les formations, mais pour ça, madame, il faut apprendre la langue, mais pour ça, machin. Sauf que, tu vois, quand ils sont là, l'urgence fait qu'il y a des enfants, ils n'ont pas le temps de faire tout ça, quoi. Donc, il faudrait consacrer, je ne sais pas quoi, mais en tout cas des statues à nos parents qui ont vécu ce genre d'aventure, parce que sinon, on ne serait pas là tranquille dans nos baskets, quoi. C'est vrai. Mais moi, par exemple, pour ma part, mes parents, depuis mon jeune âge, ils ont su trouver en fait la bonne manière de m'aborder sur ce sujet-là. C'est vrai. Du coup, en fait, depuis mon jeune âge, je me suis renseigné justement sur les différents aspects de la guerre là-bas, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Bien sûr. Parce que eux qui ont vécu, ils ont réussi à me transmettre ça. Mais quand je vois mes amis, je me rends compte que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Pour moi, je trouvais ça normal, mais en fait, finalement, je vois certains qui ont du mal à parler leur propre langue. Ouais. Donc je me dis, ça n'a pas été aussi simple en tout cas pour toutes les familles. Tu te définissais tout à l'heure comme un street journaliste. Ouais, j'ai lu ça, oui. D'où te vient ce goût pour la culture urbaine du coup ? Je pense de mon environnement, tout simplement. Moi, j'ai grandi en quartier populaire. Hérouville-Saint-Clair, c'est la banlieue de Caen. Ça doit être en province, malgré tout. On grandit à HLM, dans des bâtiments, avec des thématiques et des problématiques qui sont les mêmes. Finalement, je m'en suis rendu compte plus tard en allant me balader dans tous les quartiers de France, dans tous les quartiers populaires tout court. Donc, je sais pas, des problèmes de mal logement, de discrimination, etc., mais vous les connaissez aussi bien que moi. Et voilà, quand tu vis là, tu absorbes tout ce qui se joue, tout ce que tu vois. Et donc, les grands frères, les grandes sœurs, ils écoutaient du rap. Ils dansaient. Je me rappelle, moi, à la MJC, des gens qui apprenaient le break. Et voilà, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré, quoi. Des gens qui produisaient du son, avec des claviers ou les premiers ordis là, tout ça m'a impressionné beaucoup. Et on s'est rendu compte qu'en fait, de là où nous on était, en Normandie, dans le Calvados, et que ce qui se passait là, ça se passait dans d'autres banlieues de France, et ça s'appelait la culture hip-hop. Et c'est vrai qu'on était super passionnés, et je le suis toujours. Par ça, et c'est pour le coup vraiment le hip-hop qui, je crois, moi, m'a ouvert plein d'œillères, m'a ouvert l'esprit, de plus lire, parce que évidemment les rappeurs et les rappeuses, ils écrivent beaucoup de vocabulaire, beaucoup de références aussi, et ça te donne envie d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai lu pas mal et d'écouter aussi, puisque la culture du sampling faisait que t'écoutais des choses qui n'étaient pas forcément du rap, mais de la funk, d'autres musiques, d'autres pays. Et en fait, ça, sans t'en rendre compte, ça t'ouvre vraiment beaucoup l'esprit. Et peut-être que d'ailleurs ma curiosité de journaliste aussi, elle vient de la culture hip-hop, parce que c'est une culture qui justement, elle aussi, est très curieuse et très métisse. Est-ce que justement cette culture, tu la retransmets à tes enfants ? Tu en as 2 ? Alors moi j'ai une petite fille qui a 10 ans. Okay. Où, par exemple, si je dois... alors, je crois qu'elle est plus calée que moi maintenant sur les artistes beaucoup plus jeunes. Et c'est vrai qu'effectivement, elle écoute tout ça, elle danse. Là, elle va prendre des cours de danse hip-hop aussi.
parce qu'elle en a très envie et je ne l'ai pas du tout poussée. Mais là, par exemple, elle a un peu le seum parce que moi, ce soir, je vais au concert de J-Snake. Elle a dit, mais comment c'est que moi, j'y vais pas? Parce qu'en fait, je crois que ça va être trop fort pour ses petites oreilles. Donc, surtout, j'ai chopé que 2 places, donc je ne pouvais pas l'emmener. Mais du coup, c'est effectivement, tout ça se transmet. Et puis, il y a malgré tout, dans les bases de la culture hip-hop, des valeurs que je partage et aussi avec lesquelles j'ai grandi, celle de la débrouillardise, celle de la solidarité, celle de faire avec ce que tu as, celle celle aussi de t'engager pour les autres. Et tout ça, effectivement, c'est en moi maintenant, dans mon ADN, et j'essaie de le transmettre, pas qu'à ma fille d'ailleurs, mais aux gens autour de moi, quoi. Super intéressant. Alors, selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon journaliste animateur? Eh ben, faut être curieux, faut pas trop avoir peur, dans le sens où quelquefois tu as des sujets que tu maîtrises pas, il suffit de bosser un petit peu pour au moins avoir pour pouvoir peut-être pas le maîtriser, mais avoir les meilleures clés. Et puis moi, je fais souvent des trucs en public, donc essayer de moins avoir le trac, ou en tout cas de le maîtriser. Donc ouais, ça c'est plutôt les conseils que je donne, mais c'est surtout franchement ça a l'air d'être un peu niais ce que je vais dire, mais de rester comme tu es en fait. Moi je crois, et enfin d'expérience je peux le dire aujourd'hui parce que je suis une vieille personne, mais je joue pas de rôle, quoi. C'est-à-dire que je suis vraiment moi dans la vraie vie comme ça, et cette authenticité, cette sincérité, en vrai, le public, les gens qui t'écoutent, les auditeurs, les auditrices ou les spectateurs, ils le voient. Ils le voient. Et puis dans ce business-là, dans ce game-là, moi je suis un gentil. C'est-à-dire que je fais pas de coups de Trafalgar ou des billards, enfin comment on dit, tu sais, des plans en 8 bandes, tout ça. Voilà, j'essaie d'avancer à mon rythme. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que je dure dans le temps, quoi. D'essayer d'être le plus bienveillant possible. Il y a probablement des gens qui t'ont pas aimé pour cette sincérité que tu as. Je sais pas, j'essaie de me trouver des ennemis, j'en ai pas trouvé. Mais tant mieux, hein, je te dis, je touche du bois. Mais non, je crois que je m'entends assez bien avec tout le monde. Et je te parle de ça, je te parle par exemple d'artistes que je connais depuis leur début. Et je raconte souvent cette histoire. Mais par exemple, Soprano, qui est aujourd'hui rappeur marseillais et qui est quelqu'un qui a une surface médiatique folle, qui est dans le cœur des gens et qui est vraiment une grosse superstar. On s'est revus il y a l'année dernière où j'ai fait un long entretien avec lui. Non, il y a peut-être 2 ans pour être plutôt plus précis. Et lui m'a raconté une histoire que moi j'avais zappée. Et il me dit, mais frérot, tu te rends pas compte, je vais pas l'imiter parce que je suis claqué en accent. Mais il dit, tu te rends pas compte, moi je me rappelle que la première chronique qui a été faite sur notre EP, Les Psychiatres de la Rime, je la lis dans la voiture d'Akhenaton. Je suis là, je le lis et j'en ai les larmes aux yeux. Et en fait, c'est ton journal, c'est Fumigène, qui en parle. Le premier article que je vois sur le premier disque des Psychiatres, c'est ça. Incroyable. Et lui-même se dit, tu vois, quand il commence sa carrière et que quand tu fais par passion, il y a vraiment quelqu'un qui, de l'autre côté de la France, a écouté et qui en plus a un avis. Et le plus beau, c'est qu'on se retrouve 20 ans plus tard à se dire ça. Chacun a évolué dans des sphères différentes. Lui, il est vraiment là. Et qu'on puisse se dire des choses comme ça, je trouve ça super cool. C'est magnifique. Ouais, franchement, je suis très heureux et très fier de tout ça. Raconte-nous ta journée type en tant qu'animateur, par exemple Culture Box. Ou par exemple le samedi, là, j'en ai ma fille un anniversaire et je suis en interview devant vous. Et dans 45 minutes, je vais devoir aller la chercher parce que sinon je la laisse au bois de Vincennes et c'est pas cool. Ça c'est pour le week-end. Mais ce soir, je vais aller au concert de J-Snake. Donc ça c'est incroyable. Ça c'est très très cool. Et avant ça, je vais essayer d'aller voir Joe Star aussi, qui est maintenant un vieux camarade, qui joue sur scène à la Villette au théâtre. Donc j'essaie, tu vois, c'est le genre de journée aussi qui est plutôt intéressante. Mais sinon, préparer une émission, c'est sur une semaine. Je veux dire, si je tourne le vendredi, et ben dès la semaine d'avant, je vais commencer à préparer, à m'interroger, à lire, à regarder ce que les films ou les livres ou les pièces de théâtre que les artistes que je vais rencontrer défendent. Et puis après, il faut rédiger des fiches, il
faut écrire tout un tas de questions aussi. Comme moi, je suis en co-animation et au sein d'une équipe, on réfléchit à plusieurs cerveaux. Et puis après, tout s'accélère en vrai, jour J, jour du tournage. Je ramène mes sapes. Là, je suis en short, je vous ai dit, mais d'habitude, je ne suis pas en short. Mais le chapeau, qui est ma signature. Et puis, j'ai des fiches. Et puis après, jusqu'à ce qu'on nous dise, on fait quelques répétitions. Jusqu'à ce qu'on dise, on tourne, le public rentre et c'est parti. On est en tournage, dans les conditions du direct, comme ce qu'on fait là, pendant une petite heure, une petite heure et demie. Faut pas être un flemmard dans ce milieu. Non. Faut pas dormir. Ouais. Écoute, merci Rafale. On va passer à ma partie qui sera un peu plus fun. Okay. Plus fun. Ouais. Désolé. Non, mais ça va être des petits jeux. Des petits jeux sympas. Il y a un vrai faux, des questions sur toi, sur moi. Trop bien. Sur toi aussi, il y a des questions sur toi. Tu verras. Écoute, je vais te poser une question. Cite-moi 3 personnes que tu aurais aimé interviewer. 3 personnes que j'aurais aimé interviewer. Un fail, parce que j'aurais dû le faire et que je sais pas pourquoi j'ai pêché par... je devais faire Alicia Keys au moment où ça explosait pour elle. Incroyable. Et vraiment, je me rappelle, il fallait aller à Amsterdam. Il y avait un avion qui était booké et tout ça. Et je travaillais beaucoup à l'époque. Et je vais vous dire, je lui en veux un peu, mais en même temps, on n'est plus ensemble. Ma meuf de l'époque m'a dit, ouais, mais non, mais on ne te voit jamais, t'es jamais là et tout. Je dis, ouais, mais là, il y a Alicia Keys. Elle dit, ouais, mais quand même. C'est horrible, ça. Et j'avais fait le choix de me dire, ok, j'annule cette interview. En fait, je la passe à quelqu'un d'autre. Je passe mon tour et je rentre en Normandie voir ma meuf, avec qui je ne suis plus. Merci, madame. Conclusion, au final, n'accordez jamais votre confiance aux femmes. Non, pour le coup, c'est pour la blague. Mais attends, 2 autres personnes que j'aimerais beaucoup interviewer. J'ai la chance, en tout cas, en termes de hip-hop, d'avoir interviewé beaucoup de gens. Là, je cours un peu après Théodora. Okay. Parce que je trouve que c'est un phénomène, que c'est une voix, que j'ai raté son cabaret là sur scène, mais elle est très sympathique d'ailleurs. Elle avait l'air ouf. Elle est très sympathique. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. J'aimerais bien en savoir plus sur elle, parce qu'elle reste encore assez secrète. Et qui j'aimerais interviewer encore nouveau. Tout à l'heure, on parlait des parents avec toi. Je crois que j'aimerais bien interviewer des parents qui nous racontent justement leur trajectoire, des parents issus de l'immigration, comment est-ce qu'ils sont arrivés et tout ça, pour que ça existe. Il y a déjà une association notamment qui s'appelle Get Up, qui a fait un programme qui s'appelle Les Darons, et qui est canon, qui est d'ailleurs Get Up qui est à Saint-Denis, ici. Mais voilà, je crois qu'il y a encore des choses à faire pour leur rendre hommage. Okay. Et du coup, si tu n'avais pas été animateur télé ou journaliste, qu'est-ce que tu aurais fait comme... J'ai fait plein de petits jobs. Je travaillais à la Sécu, je travaillais pas mal dans des associations. Moi-même, d'origine cambodgienne, j'ai travaillé pour une nation franco-maghrébine, vraiment de culture franco-maghrébine, voire marocaine. Je savais pas ce que je foutais là. Mais si, j'étais là pour l'emploi jeune. Mais c'était canon parce que j'ai appris 1000 trucs. Mais sinon, j'ai longtemps été serveur à mes débuts. Et souvent, je me suis dit... que quand ça arrêtera de marcher pour moi, j'aurai pas honte de changer de métier et s'il le fallait, de retourner bosser dans les restos et tout ça, quoi. Parce que la vie c'est ça, et que l'histoire de nos parents nous apprend ça, c'est qu'il peut y avoir des switches n'importe quand, et que eux ils ont eu le courage de pas avoir honte de porter une... Enfin, peut-être qu'ils l'avaient, mais tu vois, ils ont réussi à vivre sans, à vivre avec. Et évidemment, je nous invite tous à nous dépasser et à faire que ce qu'on aime. Mais si ça va pas, faut pas avoir honte de retourner sur le terrain, quoi. Ok, super intéressant. Une autre question, qui est la personne la plus célèbre de ton répertoire Soprano sûrement. Bah ouais. Incroyable. Attends, qui pourrait y avoir vraiment de oufissime? Franchement, je sais pas. Tu peux vérifier si tu as ton téléphone. Tu sais, en fait, grâce à Insta,
quelquefois, au-delà du numéro, tu peux te DM. Là, par exemple, je vous parlais de Joey Star tout à l'heure qui joue sur scène, on s'est échangé des vocaux là. Alors que quand j'étais plus jeune, je me dis, tu te rends compte, Joey Star, NTM, c'est un des groupes, un des piliers du rap français, quoi. Totalement. Bah là, on se parle normal. Ouais, c'est vrai. Mais la même chose avec Jamel Debbouze aussi, qui était quelqu'un qui a beaucoup compté pour ma génération parce que c'était le premier banlieusard successful et qui en plus inspirait et faisait kiffer la France entière. Il nous a beaucoup inspiré en termes, il nous a beaucoup fait avancer. Bah pareil, on s'envoie des vocaux. Non, et c'est, si je devais pécher un peu par orgueil, je me dirais que je suis content aussi parce qu'il me renvoie l'image que j'avais d'eux. Et souvent, ces célébrités-là, que moi j'admirais et que je continue d'admirer, me disent mais tu te rends compte, le travail que tu as fait, il est important aussi. Et c'est ma petite victoire, en tout cas. Incroyable. Bah, c'est super inspirant, notamment. Et ta meilleure et ta pire interview, s'il y en a une ou ouais, alors ouais. Si j'ai parce que je sais qu'il tombera pas dessus, je peux pire interview, il y a un chanteur de chansons françaises qui a quasi le même prénom que moi, il s'appelle Raphaël. Et il s'avère que Raphaël, je crois qu'on n'est pas du même univers. Je crois que c'est quelqu'un qui est un peu... Enfin, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément donner des interviews. Okay. Et même si je l'ai reçu 3 fois et que j'ai l'impression qu'en coulisses, c'est cool, et ben, quand la caméra tourne, bah, je crois que c'est moins son truc, tu vois. Okay. Ou alors, est-ce qu'il est dans une posture qui fait que... Mais j'ai pas toujours des grands souvenirs. À la fin, je suis épuisé de cette interview parce que je me dis... mais pourquoi c'était pas cool? Donc, Raphaël... à la 4e interview. Et sinon, les meilleures interviews, franchement, j'ai l'impression à chaque fois qu'on fait des trucs trop cool. Donc, j'ai eu la chance d'interviewer Beyoncé. J'ai eu la chance d'interviewer tu vois, des gros, le groupe de la Soul, les Fujis. Tu vois, des choses qui me paraissaient vraiment inaccessibles. Je crois que j'ai fait tout le rap français. Et ça aussi, j'en suis très, très fier. Spike Lee, j'ai rencontré Spike Lee. Bill Gates aussi, c'était un sacré moment aussi de parler avec un des hommes les plus riches du monde. C'est vrai. Aussi. Non, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Allez, la meilleure interview que j'ai fait, c'est celle que je ferai bientôt parce que je compte pas m'arrêter là et que j'en ai encore plein. J'ai encore plein de gens que je vais devoir rencontrer. Celle-ci ne figure pas dans la meilleure Bien sûr, sauf que là, c'est pas moi qui pose la question. C'est vrai. Et justement, ta dernière interview... voilà, ça commence. Ta dernière interview, c'était laquelle? Qu'est-ce que j'ai fait en interview là, dernièrement, alors pas des artistes, je suis intervenu à l'occasion d'un colloque sur la santé mentale des jeunes du 93. Et j'ai eu l'opportunité d'interviewer des gens du terrain qui sont tous les jours en contact ou qui travaillent pour ou en direction des jeunes et qui peuvent souffrir de, quelquefois sans le savoir, d'un certain mal-être, de dépression, de sentiments de dépassement. C'est des émotions et des sentiments souvent oubliés dans les... milieu populaire. Exactement. On a du mal à en parler et c'est pour ça que c'était intéressant de le faire dans le 93 qui est l'un des départements, si ce n'est le département le plus pauvre, en tout cas de l'Hexagone. Et donc, qui dit département populaire dit plein de problèmes qui font que, en plus de problèmes économiques, on a des problèmes sociaux et à tout ça va rimer les problèmes mentaux. Non pas qu'on est... voilà, mais qu'on peut souffrir de dépassement, de tristesse. Et tout ça, ça s'explique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle plus, beaucoup, et tant mieux. Et souvent, on avait l'impression que ça ne nous touchait pas, nous. C'est vrai. Et en fait, on se rend compte qu'en bas des immeubles, que dans les voitures, que sur les bancs, on a plein de petits frères ou de grands frères qui peuvent sombrer à ce moment-là. Et ça a un nom, c'est justement la santé mentale et c'est super intéressant de faire ça. Mais sinon, artistes, franchement, avec Culture Box, on a reçu déjà plus de 4000 artistes. Et c'est terrible pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, je suis une vieille personne, j'ai du mal à me souvenir maintenant des gens.
Et ce qui est encore pire, c'est que quelquefois, je reçois des artistes dont j'ai oublié qui sont venus. Ça m'est arrivé, putain, je suis tellement nul là, que vraiment un cadre de la chanson française qui est là depuis des années, un pianiste, il est, ah si, ça y est, je me souviens. Oh là là, ça balance. Alain Chamfort, c'est quand même une personnalité dans la chanson française hyper connue. Alain Chamfort, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est revenu cette année dans Culture Box. Et je lui fais, oh Alain, je suis trop content de te rencontrer, c'est trop bien que tu sois là et tout. Et lui, il a joué le jeu, et en fait, son attaché de presse est venu me dire, mais en fait, vous l'avez reçu déjà l'année dernière. J'ai fait, ah, ok. Incroyable. Il est sympa, Alain. Et en plus, Alain, il savait très bien qui j'étais, parce que lui, il connaissait mon prénom et tout. Ah, bah, et lui, il m'a dit, Raphaël, je suis content de te revoir et tout. J'avais pas capté, j'avais pas fait attention. Je me suis dit, ouais, lui-même, c'est une vieille personne. Il sait pas. Non, en fait, c'est moi. Je crois qu'on reçoit tellement de gens dans un laps de temps qui est assez court et qui est vite remplacé la semaine suivante par une autre émission, que là, j'ai un peu de mal à capter. Mais là, je vais bien me souvenir de vous. La prochaine fois qu'on se croisera dans le métro, les frérots, je saurai. Et là, une question un peu plus bateau, c'est quoi ton plat préféré? Ah, mon plat préféré, c'est un dessert, c'est sticky rice mango, riz gluant, mangue, mûre, lait de coco. C'est très précis. Ce dessert est fou. C'est un dessert thaïlandais et qui est incroyable. Il arrivera au cosy, je te l'assure. Je t'assure qu'il va arriver. Quand tu le manges tiède, surtout tiède, c'est vraiment meilleur. Incroyable. Comme tu es un animateur radio, on va te proposer d'introduire More Than a Podcast. Ok. Comment tu l'aurais introduit J'aurais dit ok, tout le monde, la famille, les amis, bienvenue. More Than a Podcast. Ça s'appelle More Than a Podcast. Ok. Bon, j'aurais fait ça. Alors, salut tout le monde. More Than a Podcast, ça commence maintenant. Une émission incroyable avec des gens incroyables, animés par des jeunes incroyables. Ça va être une heure de discussion passionnante, inspirante. Et on espère que vous allez kiffer. More Than a Podcast, c'est maintenant. Incroyable. J'applaudis. Ah oui, j'applaudis là. C'est gentil. Il y a des années d'expérience en tout cas. Ouais, et tu sais, je fais aussi beaucoup d'animations podium, public, aussi bien pour des festivals que, je sais pas, des assos qui ont besoin. Quelquefois, je donne du temps pour ça et d'aller animer, je sais pas, leur fête de fin d'année ou un colloque. Et quelquefois, j'arrive sur scène et rien n'est préparé, il n'y a pas de fiche, il n'y a rien. Bah, t'improvises. L'improvisation, c'est fort. Et c'est plutôt cool à faire. C'est incroyable. C'est un skill, en vrai. C'est de ouf. J'ai développé ce talent-là. Et c'est ce que je dis aux clients ou aux partenaires avec qui je travaille. C'est que j'ai au moins ce petit talent-là. C'est de faire en sorte que sur scène, je peux animer un truc qui fait que les gens vont se sentir... ça va pas être chiant, quoi. Yes. Allez, pour aller vite, ça va pas être chiant. On va passer au vrai ou faux. Ok. On va focus sur le Cambodge. Allez. Une petite question foot. Est-ce que le joueur Thierry Chantabin... Bah ouais, c'est un frérot. Ah ouais? Bah ouais. J'étais au Cambodge là cet été et il m'a envoyé des places. C'est trop cool. C'était la première fois que j'allais au stade au Cambodge, à Phnom Penh. Il n'a pas joué tout le match, mais je l'ai vu jouer. Et c'était canon de voir aussi la liesse, les gens, comment est-ce qu'ils peuvent kiffer, comme quoi le sentiment, la concorde sportive, c'est un truc international. Et que quand les gens viennent voir des athlètes jouer dans un bon esprit, bah, c'est super cool. Donc effectivement, Thierry, il a 2 enfants magnifiques, une femme superbe, une femme qui n'est pas cambodgienne et qui parle le khmer. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Bah, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'il a déjà joué en équipe de France? Non, jamais. Jamais, le pauvre. Même pas en US peut-être plus jeune, tu veux dire? Ouais, plus jeune. Ah, ça, je savais pas. Mais en tout cas, l'équipe de France, comme il m'a donné un indice, je vais dire... C'était comment t'as posé ta question? Est-ce qu'il a déjà joué en équipe de France? Oui, c'est ça. Alors oui, en US... pour des petits, quand tu étais plus jeune. Dans la vingtaine. Dans la vingtaine, ok. Bah trop bien. Non, mais du coup, vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est ça. Il a joué en U16 avec l'équipe de France. Je suis encore plus fier que lui. Je suis encore plus fier de lui que ça. Mais ce qui est ouf, c'est que vraiment,
Je sais que c'est un gars d'ici, qui a grandi en France. Ouais, à Villepinte. Ouais, et qui a fait le choix, quand il a été appelé au Cambodge, en équipe nationale, et ben de rester là-bas et de faire sa vie là-bas. Et je suis très admiratif de comment est-ce qu'il s'est intégré dans ce pays qui est le sien et pas le sien à la fois, quoi. Tu vois, lui, il a grandi là, à Villepinte, tu l'as dit. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne reviendrait pas. Enfin, je veux dire, il est tellement bien là-bas il vit bien, ça. Que, tu verras, il est populaire à un point. C'est fou, quoi. C'est fou. On va rester sur le foot. Ouais. Est-ce que le Cambodge a déjà participé à un mondial, une Coupe du Monde? Non, jamais. Je suis sûr que non. 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 Alors, donc, faux. Ils n'ont jamais participé. Faux? Eh bah, c'est faux. Ah ouais. Mais ça, t'aurais aimé? Terrible, c'est terrible. T'aurais aimé? Je sais pas. Alors, moi, je suis pas un très grand fan de foot. Mais par contre, il y avait une délégation au JO de Paris. Oui. Donc, pas en foot. Mais ce qui était fou, c'était de les voir arriver avec le drapeau, tout ça. Je t'avoue que j'ai été très fier de les voir à ce moment-là. Ok. Du coup, t'es pas très foot, j'avais une... Mais t'inquiète. Ouais, mais t'as suivi un peu le match de la demi-finale? Là, le PSG a gagné. Oui, c'est ça. J'ai surtout vu qu'il y avait un joueur qui s'était fait embrouiller pour une casquette. Ouais. C'est ça? Ouais. Qui était, alors je sais, je pourrais pas te dire qui c'est, mais je sais qu'il est très bien coiffé. Qu'il a des beaux cheveux. Ouais, t'as plein de gens qui lui ont mis un coup de pression. Vas-y, viens chercher ta casquette maintenant. Ah, ok. Il s'est fait voler sa casquette en voiture. Ok, oui, c'est. Vous avez vu ces images sur les réseaux? Je sais plus le nom, mais oui, je vois très bien. Aidez-nous, vous savez qui? C'est Sacha Boey, voilà. C'est Sacha, frérot. Moi, j'étais avec toi. Je dis, c'est pas bien. En vrai, c'est triste. Je trouve ça triste en jour de fête comme ça, faire des actes pareils, je trouve ça... Mais en plus, si j'ai cru comprendre, les gens qui l'ont pris, c'était des supporters. Ouais, c'est ça. Tu vois, ce qui veut rien dire du tout, quoi. Mais bon. On va focus sur la Normandie maintenant. Ok. Est-ce que Walter Elias Disney, le créateur de Walt Disney... il a un lien avec la Normandie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Est-ce qu'il en a un ou pas? Oui, il en a un. Tu sais d'où? Je sais plus. Il est pas avec la ville de Lisieux, un truc comme ça. d'Isigny-sur-Mer. Isigny, là où on fait le beurre. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a même un musée qui est dédié à son effigie. Canon. Là-bas, à Isigny. Ouais, c'est ça. Il y a le beurre et Disney, quoi. Mais la ville, elle va être côté de. Elle a un sacré background, ouais. Là, toujours la Normandie. Öland. Je sais pas si c'est une commune qui te parle. Redis. Öland. C'est la plus petite commune de Normandie. Non, je la connais pas. Elle fait est-ce que c'est vrai ou faux qu'elle fait 10 km², pardon. 10 km. Oh, vrai. 10 km. C'est faux. C'est pas vrai. Elle est encore plus petite que ça. Encore plus petite. Elle a 115 habitants et elle fait 3 km². Ah ouais, ok. Bien. Mais alors, je fais une petite nuance. Ouais. C'est que moi, j'ai quitté la Normandie au moment où il y a eu réunification de Normandie. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, qui étaient deux régions différentes. Et moi, je suis bas normand. Et je suis sûr que tu me parles d'un truc qui est en Haute-Normandie. Alors là, ça, je sais pas. Ah, voilà. Ça, je sais pas. Mais en vrai, cette frontière n'existe plus maintenant. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y a notamment des rappeurs qui viennent du Havre, qui était la Haute-Normandie. Et moi, je viens de Caen, donc la Basse-Normandie. Le rappeur dont je parle notamment, c'est toute l'équipe de Médine, où on est vraiment comme des refrains parce qu'on vient de la même région et on se connaît depuis des années. On s'est vu commencer mutuellement. Et il y avait une petite rivalité entre nous qui était Haute-Normandie, Basse-Normandie, qui était, je l'avoue, bien ridicule. C'est vrai. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Elias, j'ai 19 ans. Moi dans ma vie j'aimerais devenir animateur radio. Et comme toi... C'est un concurrent. J'espère être ton concurrent direct. Il n'y a pas de concurrent, toi t'es le futur, c'est sûr. Merci. Nous on est là pour ouvrir les portes pour des gens comme toi, tu sais. Merci. Ouais, t'en as déjà ouvert beaucoup. Même cet atelier au final. En vrai, ouais. C'est vrai. Donc du coup, moi, comme ton parcours, il m'inspire, j'aimerais te poser quelques questions en rapport à ton métier. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton enfance? Et si oui, lesquelles? Ma maman, évidemment, pour l'histoire que je vous ai racontée déjà au début de ce podcast, et ce courage qui fait que tu as envie de te dépasser. Des gens qui m'ont inspiré...
les artistes que j'interviewais aussi, parce que je savais qu'ils venaient de rien et qui, malgré tout, ont réussi à fédérer des communautés, un public, écrire des œuvres. Je pense à IAM, je pense à NTM, je pense au collectif Dean Records, dont Medine fait partie, notamment. Tous ces gens-là sont très inspirants, mais je pense aussi au-delà du rap, au groupe Zebda, aux frères Amokran, Moussé Hakim. Voilà, des gens qui sont des artistes qui sont en tout cas très inspirants. D'accord. J'ai encore une autre question. Il va y avoir beaucoup de questions. Oui, je t'en prie. J'ai vraiment beaucoup parlé. Parce que donc, du coup, comme je te l'ai dit, ton parcours m'inspire. J'ai une question. Quels sont les challenges en tant que journaliste animateur? Les challenges que j'ai pu, que j'ai dû surmonter. Les challenges du métier en soi. Déjà, pour quelqu'un qui a mon profil, c'est compliqué parce que des gens comme nous, il y en a de plus. Quand je dis des gens comme nous, des gens qui viennent de quartiers populaires, des gens de couleur, des gens qui ont un style ou un physique qui n'est pas celui du présentateur de JT habituel. Je dis JT parce que les gens télé, ils captent, quoi, tu vois. Mais moi, j'avais pas forcément tous ces codes, là de façon naturelle. D'accord. Donc ça, c'est déjà un challenge de s'adapter. Mais ça vaut aussi bien pour ce milieu que pour tout un tas d'autres milieux. Je crois que nous, banlieusards des banlieusards, on sait s'adapter, on sait ce que ça veut dire. Et ce qui peut être une difficulté à la base peut se révéler être un talent, être un skills, qui fait que voilà, on peut normalement nous déposer quelque part et on va s'imprégner de tout ce qui va se passer et on va essayer d'apprendre tous ces codes-là. Donc ça, c'est déjà un vrai challenge. Et puis le challenge, c'est moi, à la base, je devrais même pas être là. Moi, d'où je viens, je suis une anomalie dans ce métier. C'est-à-dire que c'est un verre qui n'est pas cassé, heureusement. Et il n'y a pas de blessés. Je disais, moi, je suis une anomalie dans ce métier. C'est-à-dire que je ne suis pas un fils de journaliste ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de piston. Il n'y a pas de piston. Je viens de province. Je viens de banlieue en province. Et je veux dire, je n'ai pas fait les études qui auraient pu m'emmener là. Donc je te dis, je suis une anomalie et tant mieux que je sois là parce que aujourd'hui, quand tu es plus jeune, tu te rends pas forcément compte. Mais j'ai bien compris que le fait d'être à la télévision, comme peuvent l'être des artistes ou des gens ou des gens sur les réseaux, c'est qu'on devient des représentations. Et moi, à l'époque, des gens comme moi, il n'y en avait pas à la télé. Mais le fait que je sois à la télé, et je le sais, a aussi inspiré d'autres gens qui aujourd'hui font ce métier. Je le sais parce que j'en ai accompagné, je le sais parce qu'ils m'écrivent pour me le dire, je le sais parce que quand je les croise quelquefois dans les rédactions, ils me le disent aussi. Je te parle de moi, mais il y a d'autres, évidemment, d'autres journalistes, d'autres animateurs, animatrices qui sont dans ce cas de figure-là. Et que j'ai bien compris aussi qu'il fallait des rôles modèles. Il faut de la représentation, il faut de la diversité partout. Partout. Pas effectivement que dans les médias, mais les médias, c'est important parce que quand tu allumes un écran, c'est ce qu'on voit tout de suite. Et le fait de me voir à la télé, ça peut faire dire à des plus jeunes qui sont en rupture ou qui n'ont pas confiance en eux de dire ce gars, j'aime bien, ce gars, il me ressemble un peu. J'ai des trucs en commun avec lui. Ça veut dire que c'est pas forcément fermé pour moi. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est possible, que si tu veux, tu peux. Ce discours-là, j'y ai cru à un moment, mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'on connaît toutes les difficultés inhérentes à tout ça. Mais il y a une petite lueur d'espoir. Incroyable. Ça, c'est un putain de challenge. C'est vrai, c'est incroyable. On dit qu'un journaliste doit être neutre. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Il y a zéro neutralité. Ça n'existe pas, la neutralité. Par contre, le respect des faits, et être objectif. L'objectivité, ça existe. L'objectivité, ça existe. La neutralité, non, parce qu'on parle tous de quelque part. Et moi, à chaque fois que je parle, je sais d'où je parle. Je parle de fils de réfugiés, de banlieusards, de mec qui a grandi dans une cité, de gars qui portent des baskets. Je sais pas, on parle tous de quelque part, de pères de famille, tu vois. Et tout ça, ça nous influence, tu vois.
Oui. Donc, on peut être objectif sur des faits et à nous ensuite de faire en sorte que. D'accord. Là, je vais poser une question sur ton look. Tu as toujours un chapeau sur ta tête, comme moi au final. Ah ouais. Est-ce que tu penses que c'est important de se différencier dans ce secteur ? Eh ben, en tout cas, moi, je pensais que ça n'allait pas être important. Mais la première année que j'ai fait en télé, j'ai beaucoup souffert. Notamment parce que je ne me sentais pas légitime déjà dans mon travail, dans ma façon de raconter les choses et même dans mon lust, en fait, dans mon style. Je ne me sentais pas... J'arrivais en plateau, c'était sur Canal, à la matinale de Canal à l'époque. C'est une émission qui n'existe plus, mais qui était assez influente. Mouloud Achour est parti a grandi dans cette émission notamment. Mouloud de Click. Mais tu avais d'autres gens qui étaient là, qui étaient en costume, qui étaient bien coiffés, qui étaient... Je sais pas, déjà j'avais l'impression d'arriver dans un monde qui n'était pas le mien. Et en plus d'être mal sapé et d'avoir des trucs, tu vois, que j'avais acheté chez... j'allais dire H&M, il n'y avait même pas H&M à l'époque, mais chez C&A et tout ça, tu vois, et j'avais l'impression d'être stylé. Et en fait, je me rendais bien compte en me revoyant l'image que ça n'allait pas. Mais je sais aussi que tout ça, c'était finalement pas si important. Parce que quand tu as le fond, ça suffit, en fait. En fait, c'est toi, le propos que tu portes et le charisme qui va avec, qui va faire en sorte que tu vas convaincre les gens qui sont à l'antenne. Mais ça, en vrai, j'avais pas assez d'expérience pour le comprendre dans ma vingtaine. Je le comprends mieux, je le vis mieux maintenant dans ma trentaine. Et puis dans la quarantaine, maintenant, j'en ai rien à foutre. En gros, t'es là pour choquer, en fait. Tu dis ? T'es un peu là pour choquer, en fait. Bah, pas forcément. J'ai pas l'impression de choquer. Tu vois, j'ai ce chapeau-là. Je te raconte une petite histoire rapidement. En fait, quand je suis passé chez MTV, en fait, après Canal, je voulais plus faire de télé. Okay. J'étais tellement deg, j'avais tellement la boule au ventre à chaque fois que j'arrivais sur le plateau. J'avais l'impression d'être naze. Je me disais, mais terminé pour moi la télé. Je venais de la presse écrite et de la radio. Je me dis, je vais retourner en radio. Je vais essayer de retrouver un taf en radio. Et en fait, MTV m'appelle, qui est une grande chaîne de clips. À l'époque, on a tous fantasmé, rêvé sur MTV. Moi, les premiers clips que j'ai vus, c'était là-bas, je piratais le câble pour voir les clips de mes rappeurs préférés, de mes artistes préférés. Et MTV m'appelle pour me dire, écoute, on a une place, on aimerait beaucoup que tu sois le visage en France de MTV. Je dis, non, il y a une erreur, c'est pas possible. Je venais d'avoir une année catastrophique à Canal. C'est pas possible. Et en fait, si, je suis allé, ils m'ont dit, mais non, mais en fait, on aime bien ton style, on aime bien le fait que tu sois différent des autres, t'as une bienveillance dans ce que tu racontes, et puis on sait que toi, t'es totalement légitime parce que tu viens de la presse hip-hop, tu connais les artistes, tu connais ta génération, tu connais ton époque, très bien. Et en fait, à l'époque, ils m'ont dit, ah bah, si tu veux, on a une styliste qui est là et qui peut t'aider à t'habiller, si ça te met mal à l'aise. Et il s'avère qu'on m'a dit, voilà, elle s'appelle Anne Tourneux. On m'a montré Anne Tourneux, j'ai regardé, j'ai fait une recherche photo, une dame très élégante, une femme très belle, blonde, très parisienne. Je fais, je suis encore en galère, elle va me... Moi, j'ai 1000 kilos en trop, je porte des baskets, des sapes, n'importe comment, de toutes les couleurs. Machin, je me suis dit, mais elle va me détester, elle va me juger. Et là encore, j'en ai pris un peu dans mon estime, dans ma confiance en moi. Et en fait, c'est là où il ne faut pas forcément se fier aux apparences. C'est la meuf la plus gentille du monde, la plus bienveillante. Elle m'a renvoyé encore plus de bienveillance et elle m'a aidé en fait à trouver un style. Et elle m'a notamment dit, bah tiens, peut-être pour te différencier, comme les gens ils n'arrivent pas à retenir ton prénom, au moins ils voient ton physique, bah on va leur donner, on va pousser un peu le curseur, viens on rajoute un chapeau et puis on va voir si c'est cool ou pas. Et effectivement aujourd'hui les gens ne retiennent pas forcément mon prénom. Pourtant Rafale c'est pas très compliqué. Je l'ai pas retenu du premier coup, je te mens pas. Tu vois, mais par contre ils m'ont vu à la télé, ils m'ont vu quelque part sur les réseaux, à la télé machin, et je suis le gars au chapeau, tu vois. Il a un chapeau, il a un lust un peu urbain, un peu tout ça. Il est sympa, voilà. Et les gens retiennent cette image, et c'est grâce à elle. Et il s'avère que depuis ce temps-là, je travaille toujours avec Anne, et c'est toujours ma styliste. Et elle n'a pas choisi ce short, elle ne l'aurait pas validé, mais il fait trop chaud aujourd'hui. Et en plus, Anne, je ne savais pas que je venais, que c'était filmé, je t'assure. Et voilà, c'est un accessoire qui fait que c'est encore plus moi, mais que j'enlève quand je vais prendre le métro, le bus et tout ça. Donc les gens ont un petit doute, mais c'est comme les lunettes de Gims ou de DJ Snake, tu vois, comme la cape de je ne sais pas qui. C'est un accessoire qui fait que je me sens peut-être plus en confiance quand je monte sur scène, quand je prends le micro, quand la caméra s'allume. Et c'est un petit tips que je me suis trouvé et qu'elle m'a aidé à trouver.
D'accord. Merci à toi, Anne. Ouais, merci. Merci, Anne. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses que tu as pu apporter ta patte, ta touch dans les médias? Est-ce que tu penses que... Ouais. Alors, j'espère, mais ce serait vraiment très présomptueux. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait beaucoup d'émissions où j'étais en co-animation avec des animatrices aussi bien, comment dirais-je, qu'on connaît bien, aussi bien, enfin pas mal sur le groupe France Télévisions notamment. Et je sais que j'apporte quelque chose à un programme, à l'animatrice aussi, au duo qu'on peut former. J'amène mon style, j'amène une fraîcheur, j'amène aussi toutes mes connaissances sur ma génération, sur la génération des plus jeunes. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez connecté, qui n'a pas perdu pied par rapport à son époque. Et puis j'essaie d'amener aussi, dans les sujets que je peux choisir ou traiter, une certaine forme d'engagement. Déjà parler de nos cultures, c'est déjà un engagement. Mais d'essayer d'ouvrir les yeux sur le monde. Voilà, moi j'essaie d'apporter ce que je suis dans les médias. C'est important. Ouais, totalement, bien sûr. Important. Maintenant, moi je vais retourner dans ta vie, au Cambodge, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit dans ta vie d'ailleurs. C'est sa vie. Est-ce que tu es déjà retourné au Cambodge? Ouais. Donc du coup, oui, tu quelques fois. Et d'ailleurs, je suis le premier de ma famille à y être allé. C'est-à-dire que j'ai 2 grands frères, ils ne sont pas allés. Depuis qu'ils sont arrivés en France, mes parents n'étaient pas retournés au Cambodge jusqu'à ce que moi, aux alentours de mes 25 ans, je pense, 23 à 25 ans, je ne me souviens plus, je suis le premier à avoir pris mon sac à dos, à m'être payé un billet et à dire j'y vais. Est-ce que justement ils avaient une crainte à propos de ça ou pas du tout? Non, moi j'avais zéro crainte parce que je savais que la situation du pays, de la ville, du pays et des capitales était stabilisée. Donc il n'y avait plus la guerre déjà et qu'il y avait un gros effort de reconstruction aussi et autour de la culture notamment, parce qu'on a beaucoup de temples là-bas, notamment tout ce qui est autour d'Angkor Wat, qui est vraiment, s'il y a bien un truc pour lequel le Cambodge est connu, c'est pour ses temples, pour lesquels d'ailleurs ils ont été colonisés ou sous protectorat il y a des dizaines et des dizaines d'années aussi. C'est notre histoire commune de la France, notre histoire collective. Résultat, je suis le premier à être allé et j'ai été émerveillé. Et c'est marrant parce que quand j'ai vraiment un sentiment où je me vois descendre de l'avion est sur le tarmac, les touristes descendent et quand je descends, je sens une chaleur, une espèce de moiteur m'envelopper. Et c'est la première fois que je me dis c'est chez moi. Incroyable. Et c'est bizarre cette sensation que j'avais jamais ressentie ailleurs. Ouais, je comprends. Je dis c'est chez moi comme attention, ici c'est chez moi. En même temps je me sens partout chez moi. Mais je me suis dit je connais, tu vois, je sais pas, c'est moi. Au-delà peut-être que c'est chez moi, c'est moi aussi. Ouais, c'est une partie de toi aussi. Ouais, et je l'ai retrouvé rien qu'avec la chaleur tu vois, du tarmac de l'aéroport. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé parce que donc, du coup moi je suis béninois et je suis parti une seule fois au Bénin, enfin je suis parti 2 fois, mais la première fois j'étais bébé et en 2019 vraiment quand on a atterri, il faut savoir, j'avais peur dans l'avion. Ouais. Et en fait quand on a atterri... Est-ce que quand il a atterri les gens applaudissent? Non, ils n'ont pas applaudi. Et en fait je sais pas parce que moi j'étais en train de dormir. Et alors je te dis ils ont applaudi. quand j'ai posé un pied vraiment à Cotonou, donc du coup là où l'aéroport il atterrit, vraiment je me suis senti comme chez moi. Ouais. En fait. C'est étrange cette sensation. C'est vraiment étrange comme sensation. Et d'autant qu'on n'avait pas beaucoup parlé du Cambodge à la maison parce que mes parents étaient restés très secrets sur pourquoi ils étaient arrivés là, et puis ils avaient aussi un sentiment de culpabilité, j'imagine, de honte, d'avoir dû tout quitter, d'arriver, tout ça, et d'avoir fait grandir en HLM. Même si moi, j'ai l'impression d'avoir une bête d'enfance, malgré les dons alimentaires des associations, les vêtements que tu vas acheter chez Carrefour, etc. J'ai retenu que le positif. Ouais. Je sais que toutes les galères m'ont amené ici, quoi. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Mais fun fact, quand je suis rentré du Cambodge, j'ai kiffé mon voyage et tout. Sac à dos, machin, tu vas, machin. J'ai retrouvé de la famille sur place. Incroyable. Ouais, via des vieilles lettres
qui avaient été cachés chez moi et tout. J'avais pris les adresses. Bref, j'ai retrouvé un peu de famille. Okay. Et quand je suis rentré à la maison à Hérouville chez moi, j'ai dit à ma mère, bah voilà, le voyage c'était comme ça, j'ai vu ça. Le lendemain, frérot, elle s'est acheté un billet d'avion pour y aller. Comme si on avait brisé brisé la malédiction. En gros, comme si t'avais ouvert une porte. Exactement. T'as été l'élément déclencheur. Le lendemain, elle a acheté son billet. Elle est partie l'été suivant. Et on a retrouvé de la famille. Incroyable. Et voilà, c'est ouf, quoi. Comme quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Faut qu'on arrête de se cacher de nos origines au final. Aussi, bien sûr. Faut vraiment qu'on l'assume, parce que moi je sais que moi quand j'étais petit, je savais déjà j'étais béninois, mais c'est pas la culture qui était le plus représentée à la maison, du style où c'était vraiment que de la musique française. Il y avait des musiques béninoises, mais que pendant des événements, tout ça. Donc en vrai de vrai, maintenant là je commence à avoir un entourage de la même origine que moi, excepté du coup. Et en fait je commence vraiment à comprendre mon pays. Là j'espère partir cet été ou cet hiver, tout ça, en fait, j'ai envie de renouer avec mon pays. Et il faut que les gens comprennent, notamment là, on est dans un contexte sociétal où on est les uns contre les autres, où d'autres médias, d'ailleurs, font en sorte qu'on soit les uns contre les autres. C'est assez grave ce qui se passe en ce moment. Et il faut vraiment, nous, qu'on soit fiers et qu'on comprenne que tout ça, c'est un enrichissement. Et que tout on s'imprègne de tout ça, on grandit et on est riche vraiment de tout ça, de nos diverses cultures. Ça a l'air bateau ce qu'on dit, mais en vrai, c'est vrai. Moi, c'est une vraie puissance que j'ai. Et je m'en rends encore plus compte là, quand il a fallu... moi, j'ai été très vite engagé parce que là où j'habitais, dans des questions contre le mal logement. Et contre le mal logement, on est passé contre le racisme. Contre le racisme, on est passé contre les violences policières. Des violences policières, j'avais aussi contre la négrophobie, contre l'islamophobie, etc. Et jamais je m'étais... pour moi, tout ça était très légitime. Ouais. D'être dans ces combats-là, pour moi, c'était normal. C'était normal. Et à un moment, il y a eu ici, en région parisienne, un fait divers qui a fait que des collectifs asiatiques, franco-asiatiques, se sont montés contre le racisme anti-asiatique. Et c'était la première fois que moi, je veux commencer à militer aussi dans ce truc-là, alors que c'est vraiment mes origines pour le coup. Mais ça a été très tardif. Et aujourd'hui, je suis très fier. Il y a des gens qui ont fait mieux que moi et d'une génération plus jeune et qui ont pris justement le drapeau du Cambodge et de la France, et de se dire on va monter des initiatives et des festivals pour montrer la culture cambodgienne aux jeunes générations et aussi à tous les gens qui sont là. Et je pense notamment au Sabai Festival de mon frère Dara, qui a monté ça à la pagode de Vincennes, notamment, et qui essaime un petit peu partout. Et je suis très fier d'animer ça, qu'on m'ait demandé de l'animer aussi. Et tu vois, je renoue aussi avec ça. Et c'est assez nouveau et c'est plutôt cool. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Bon, donc du coup, là, on va passer à la dernière question. Ça passe vite, hein, ça passe super vite. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune comme moi qui aimerait se lancer ? Regarde ce que tu fais, c'est déjà mortel. Là, tu es sur le chemin du succès, je t'assure. D'autant que toi, si je me trompe pas, tu as déjà fait des stages en plus. J'ai déjà fait des stages en radio. Et attends, faut dire la vérité, il m'a dit, moi j'ai déjà enregistré des podcasts et tout, j'ai tout effacé. Mais frérot, jamais faut faire ça. Alors que c'est que de l'expérience. Ouais, c'est que de l'expérience, mais je sais pas, en fait, déjà, moi, j'étais relativement jeune et moi, je sais que moi, je suis tombé amoureux de cet univers-là. En fait, vraiment, quand j'étais petit, en fait, à la base, je voulais devenir présentateur télé. Mais en fait, je me suis dit, 2 millions de personnes qui me regardent chaque jour, je ne serais pas vraiment à l'aise. Ouais. Et comment ça s'appelle ? Donc, après, j'ai commencé à écouter de la radio tôt le matin, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à aimer. Je sais que je spammais vraiment énergie pour que je puisse participer. Ah ouais, et alors ? Ils m'ont appelé une seule fois, mais c'était juste pour que je fasse l'intro d'une émission, tout ça. Mais vraiment, c'est vraiment c'est drôle, ça. Mon rêve. Mais je comprends. Mais carrément, au Bénin en 2019, hasard de dingue, j'ai fait de la radio. Hasard de dingue. J'ai fait de la radio. Et t'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé. Donc du coup, ça m'a permis de plus tomber amoureux de ça. Tu sais quoi, ce dont je parlais tout à l'heure, les outils qui sont mis à votre disposition aujourd'hui font que vous pouvez le faire. Non, franchement, on peut appeler d'autres. Tu sais quoi, même c'est le conseil que je donne aux plus jeunes, souvent, comment on peut faire pour rentrer à France Télé ou dans d'autres médias ?
aujourd'hui, les recruteurs et les diffuseurs, ils regardent le nom, ils disent mais vous avez déjà fait des trucs, vous avez une communauté sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'ils regardent au départ, je t'assure. C'est si tu arrives à faire des projets qui sont fédérateurs, des projets qualitatifs évidemment, mais si en plus tu as ce skills des réseaux sociaux et que tu as déjà monté une petite communauté, je te parle pas de millions de personnes, mais si tu as déjà des gens qui te suivent, eh ben, c'est un atout phénoménal. Justement, moi, à l'heure actuelle, j'essaie de développer mon image sur les réseaux sociaux et franchement, c'est un facteur qui m'aide de ouf. Ça prend ? Ça prend beaucoup. Arrête. Ça prend beaucoup. Ça, c'est un menteur, franchement. Mais on essaye petit à petit. Là, il est pas mental, il est solidaire, là, pour le coup. Merci. Mais notamment grâce à cet atelier aussi, bien sûr. Ça permet de. Franchement, bravo la Mélodie des quartiers d'avoir mis en place cet atelier. Bien sûr, mais parce que ce genre d'outil, ça nous permet de prendre la parole. Prendre la parole, ça nous permet de raconter nos histoires. Pas laisser les autres raconter nos histoires, mais de le faire à la première personne. Et ça permet d'avancer. Et de faire là, vous êtes en train de faire de grandes choses. Là, moi, je suis très heureux de faire partie des premiers à participer à Morzane Podcast. Mais c'est une grande aventure qui s'ouvre. Et vous allez voir que vous allez apprendre et plein de choses et faire des trucs de ouf. Et qui sait, ça se trouve, ce podcast, vous allez le faire au Stade de France. On ne sait pas, tu vois. J'espère. Je suis sûr que tu es fan de podcasteurs ou de streamers et de streameuses qui eux-mêmes ont déjà mis fin à leur podcast devant des milliers de personnes au Zénith, à l'Olympia. Zen. Zen. Bien sûr, je pense à eux notamment. Tu vois, et qui eux-mêmes ont commencé dans leur chambre. En fait, c'est vraiment ce genre de personnes qui nous inspirent, nous, la nouvelle génération. Parce Bien sûr. En soi, cette génération, après l'ère Cyprien, tout ça, on n'a plus vraiment eu de personnes qui faisaient des podcasts avec une caméra dans sa chambre et qui racontaient des anecdotes. Et eux, quand ils sont vraiment revenus avec cet aspect assez humoristique, ça a vraiment permis à d'autres créateurs à vouloir faire des choses comme ça. Bien sûr. Surtout qu'ils invitaient des personnes et ils faisaient en sorte qu'ils soient à l'aise. Et donc, du coup, quand une personne est à l'aise, elle est beaucoup plus drôle. Totalement. Vraiment... Je comprends totalement. Tiens, tu vois, ça me fait penser, rewind sur, je sais qu'on arrive à la fin de la mission, mais sur une des questions que vous m'avez posées, qui tu souhaiterais interviewer ? Même s'il l'a déjà raconté dans un documentaire, moi, je kifferais poser des tas de questions à Squeezie. Incroyable. C'est quand même le boss du game, c'est le boss de fin. Bah oui, tu vois, et il nous a même mangé, nous, les présentateurs télé. C'est ce que tu dis dans Europe 1. C'est vrai. Comme quoi, tu vois, je suis pas totalement. Il y a 2 ans sur. Voilà, et je rêverais, même si quand on se croise, c'est déjà arrivé, on s'est déjà croisé. Je crois qu'il sait qui je suis, il sait qui je suis parce qu'on a beaucoup d'amis en commun. On se croise, on se check et tout. Mais à l'époque, je lui ai jamais demandé d'interview parce que j'avais pas le média pour. Tu vois. Mais là, au-delà de ça, maintenant que j'ai de l'âge et tout, ça m'intéresserait d'avoir son point de vue. Il y a les caméras, il y a tout. Il y a tout. Squeezie, carrément. Squeezos. on veut t'interviewer. On veut. Si c'est possible. Nous aussi. On peut. Ok, on fait ça la prochaine fois. On la ramène ici. Oh, y a pas de souci. Écoute, on va conclure. Avec plaisir. Le slogan de l'association, c'est ça n'existe pas d'être nul. Et est-ce que toi, c'est canon. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Est-ce que toi, à un moment dans ta vie, tu t'es senti nul? Et comment t'as su rebondir? Je voulais raconter déjà, mais le fait, rien que là, je pense dans mon parcours médiatique professionnel, cette histoire de Canal, ça m'a pas mal. Je vous ai dit, je prenais le RER c'était une matinale, donc fallait être en direct, fallait être en 6h à 6h en studio. Frérot, 6h, tu vois déjà, tu sais pas, les transports, machin, ça t'amène. J'étais en sueur quand j'arrivais. Déjà, j'étais paniqué, du coup, j'étais pas bien à l'antenne. Et ça a été une expérience qui m'a fait dire, je m'arrête. Mais je crois qu'on avait d'autres projets pour moi. Et MTV m'appelle au même moment, où je me dis, je m'arrête. MTV m'appelle pour me dire, non, en fait, nous, on aimerait bien que tu viennes. Donc, quelquefois, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, quand la porte ne s'ouvre pas, vous savez très bien qu'on met le pied dedans et qu'on la fait s'ouvrir. Et moi, c'est ma philosophie, c'est celle-ci, quoi. Tu vois, même si, je te dis, j'ai maintenant plus d'expérience, je reste persuadé que tout reste compliqué pour nous et qu'il faut se donner les moyens de faire d'eux. Et ce que vous faites là, vous donnez les moyens à 1000%, la Mélodie des quartiers vous donne les moyens de faire. Merci. Donc profitez-en, vous avez saisi l'opportunité, vous avez raison. Merci.
Merci beaucoup Raphaël pour ce moment, c'était vraiment passionnant de t'écouter. Avec plaisir les frérots. Est-ce que tu trouves qu'on s'en est bien sorti pour une première interview? Franchement, trouver une solution pour être tous les trois à l'antenne, ce serait encore mieux. Je sais que c'est compliqué niveau matos, mais vous êtes très bons dans ce que vous faites. Et ça veut dire que le gap est la possibilité de grandir encore plus est illimitée. J'espère. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était vraiment une super expérience pour nous. N'hésitez pas à partager. Pas la caméra là. Pardon. N'hésitez pas à partager cet épisode. On remercie la Mélodie des quartiers et Snipe. On peut les applaudir d'ailleurs. Pour cette opportunité, c'était notre première fois devant un micro et sûrement pas la dernière. C'est sûr. N'hésitez pas à candidater sur le Instagram de la Mélodie des quartiers et de Snipe pour candidater. Comme son nom l'indique, More Than Podcast, c'est vraiment bien plus qu'un podcast. À bientôt. Merci. Bravo.